Vous écoutez IDEO, le podcast de l'UIE présenté par Lucie Brasseur. Usine d'eau potable ou station d'épuration, eau de pluie ou eau pluviale, grand ou petit cycle de l'eau, pour tous, élus ou simples citoyens, l'eau c'est notre ressource première. Depuis près de 10 ans que je côtoie les adhérents de l'Union des industries de l'eau, mon regard a changé. Ouvrir le robinet, lever les yeux sur un château d'eau ou voir s'écouler l'eau de pluie dans les caniveaux, ces scènes autrefois anodines m'apparaissent aujourd'hui comme essentielles. Elles sont devenues la réalisation de l'accès à la ressource première. Au contact de ces pros de l'entretien du patrimoine et des infrastructures, je peux même dire que j'ai eu carrément l'impression que l'on m'avait ôté un bandeau des yeux. Entre les dangers qu'ils pointaient et les enjeux qu'ils étaient prêts à relever, le temps leur a donné raison. Par exemple, alors que certains railleurs voyaient chez eux des prophètes de malheur en matière de changement climatique, ils apparaissent malheureusement aujourd'hui comme les simples commentateurs de phénomènes météo quotidiens, aussi spectaculaires qu'inédits. Les épisodes pluvieux hors normes se suivent et encadrent des sécheresses improbables, ce qui implique que plusieurs mois par an, les élus soient confrontés à la gestion de milliers de litres qui se déversent, puis doivent assurer une continuité d'accès à l'eau potable en période de sécheresse. Sans compter que, lorsque leurs prédécesseurs aux commandes dans les collectivités avaient investi dans des infrastructures d'accès à l'eau potable et au traitement des eaux usées, personne n'avait dimensionné des réseaux en mesure d'accueillir ces milliers de litres de manière aussi soudaine. Je m'interroge donc, qu'est-il possible de faire ? Quelle technologie mobiliser pour ne plus se laisser surprendre par ces phénomènes liés au changement climatique ? Quand on manque d'eau d'un côté et que de l'autre on en a trop, n'est-il pas possible de rééquilibrer les choses ? En somme, l'eau de pluie ne peut-elle pas intervenir comme une solution participative à la transition écologique ? Pour mieux comprendre les mécanismes, les enjeux et peut-être obtenir des réponses, j'ai appelé Frédéric Bertrand, architecte et urbaniste, travaillant au sein de l'atelier parisien d'urbanisme en charge justement des questions de gestion de l'eau pluviale en milieu urbain. À ses côtés, Thomas Contentin, président de l'IFEP, le syndicat des industriels français de l'eau de pluie et gérant de la société Aquality. Réalisé en période de confinement, cet échange a bénéficié des technologies de la visioconférence. Frédéric Bertrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Thomas Contentin. Bonjour Thomas. Bonjour. La première étape consistait à comprendre ce qui avait réellement changé ces dernières années. Ces 30 dernières années, il y a eu des très très belles choses qui ont montré qu'il pouvait y avoir une sorte d'écologie avec des mutualisations possibles de cette gestion. Si on pense que l'eau ne relève pas que d'un système hydraulique, elle peut aussi participer à apporter beaucoup d'agréments dans l'aménagement urbain. Frédéric Bertrand a travaillé au plan de zonage de Paris Pluie. Il nous a raconté l'approche méthodologique, une source d'inspiration infinie pour toutes les collectivités urbaines. Les équipes de la direction de la propreté de l'eau avaient parfaitement mis en place la doctrine qui était visée sur Paris. En mars 2018, la mairie de Paris a adopté la doctrine selon laquelle le plan Paris Pluie a pour objectif de valoriser et réutiliser l'eau de pluie au plus près de là où elle tombe dans la ville. Nous, le travail qu'on a fait en accompagnement de ce qu'ils avaient mis en place, c'est des études plus fines, on va dire, sur la morphologie parisienne. Comment est-ce que le territoire de Paris est occupé ? C'est une ville qui est très dense, comme vous le savez, et quelles sont les caractéristiques des tissus urbains avec lesquels on peut travailler et qui sont susceptibles de contribuer à une gestion locale des eaux pluviales. À partir de nos bases de données, des bases de données qui sont construites avec les services de la ville, qu'il s'agisse de la direction de l'urbanisme, de la direction des espaces verts ou des services de l'assainissement. On a, nous aussi, nos propres données sur les données parcellaires, sur les données infrarouges qui permettent d'identifier la présence de la végétation plus ou moins importante. Donc on mêle tout ça et on regarde aussi des caractéristiques de certains quartiers qui sont représentatifs en fait de l'ensemble du territoire. Et là, on a fait des simulations donc de l'eau qui était susceptible de tomber avec l'aide d'un bureau d'études, de l'agence Thierry Métro. Et on a regardé comment les tissus urbains, en fonction du taux de plantation, du taux d'occupation bâtie, réagissaient et pouvaient plus ou moins atteindre les objectifs du plan de zonage pluvial parisien, voire aller au-delà. Les enjeux et les objectifs ont été posés dès le début. Le principe, c'était de faire de l'eau de pluie une ressource. La méthode, c'était de valoriser l'eau de pluie au plus près de l'endroit où elle tombait. Ce que ces deux professionnels m'ont expliqué, c'est que la clé d'une bonne gestion des eaux pluviales passe inévitablement par une gestion locale, prenant en compte la spécificité du terrain et du niveau de densité de la population y résidant.
Cela semble évident, mais tellement éloigné des plans à dimension nationale, pour ne pas dire des plans d'envergure industrielle. Je comprends maintenant tout l'intérêt d'un plan de zonage. La belle leçon, je pense, de cette gestion locale des eaux pluviales, c'est de se dire qu'il n'y a pas de solution complètement générique. On connaît un peu les dispositifs techniques, on sait quels sont les volumes selon les régions qu'il faut gérer, mais ce que je trouve qui est passionnant, en tout cas comme architecte et urbaniste, c'est de se dire que chaque situation locale invite à une réflexion spécifique. Et ça, nous, on le voit en travaillant aussi avec des collectivités en dehors de Paris, qui ont des tissus qui sont aussi denses, mais avec des configurations différentes, en examinant finement le terrain, en le parcourant, en réfléchissant en fonction de ses potentiels et de ses contraintes, voire aussi des conditions de gestion qui peuvent être différentes. Il y a plein de solutions à trouver et je trouve que c'est très enthousiasmant. Je prendrai un cas très concret, là, c'est la redécouverte ou réouverture et amélioration du cycle de l'eau avec la redécouverte des rivières, par exemple, et aussi des anciens rues, des petites rigoles qui ont été pendant longtemps maltraitées, qui ont été des égouts à ciel ouvert et qui ont ensuite été complètement enterrés et ont disparu. Si aujourd'hui on les reconsidère dans leur cycle, dans leur potentiel environnemental, dans l'amélioration en termes de qualité de l'eau, de rafraîchissement, d'agrément, de sensibilisation aussi aux enjeux environnementaux, écologiques, sur le caractère précieux de la ressource, ces rivières peuvent, elles, retrouver ce qu'elles ont été et ce qu'elles sont toujours, c'est-à-dire les exutoires, même si le terme n'est pas très, très beau, quoi, les exutoires naturels de l'eau de pluie. Puis donc il y a cette autre question qui est un enjeu partout, d'une certaine façon, qui est ce qu'on appelle la déconnexion. Il ne s'agit plus de mettre la bonne eau dans le bon tuyau, comme on a souvent pensé, y compris quand on est en réseau séparatif, avec d'un côté la gestion de l'eau de pluie et de l'autre côté la gestion des eaux usées, mais plutôt de dire les eaux de pluie, elles n'ont pas vocation à aller dans un tuyau. Ok. Et du côté des élus, dans les mairies, les communautés de communes, les départements et même au niveau des régions, et qui sont confrontés aux manifestations du changement climatique, on fait comment ? Ce qui peut être perçu pour un élu peut-être à la base comme une problématique, avec de la réflexion et en s'appuyant sur ce qu'il existe déjà, comme le côté exemplaire du plan Paris Pluie, mais voilà, c'est quelque chose qui est en train de se multiplier un peu partout en France. L'idée, c'est que on peut retourner ça en opportunité. Voilà. Qu'aujourd'hui, un élu des centres techniques municipaux, des gymnases, enfin bref, tous les équipements qu'il peut avoir en projet ou existants, aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent se transformer en opportunités pour lui en équipant de systèmes de récupération et de valorisation de l'eau de pluie, donc que ce soit pour ses propres équipements, mais aussi dans le cadre de son plan d'urbanisme, pour ses futurs projets d'aménagement et de lotissement et de construction. Je pense que c'est bien peut-être de réussir à parler de l'eau autrement que comme des objets techniques. Le mot de la fin, Frédéric Bertrand. Vous l'empruntez à un élu des Mureaux avec qui vous avez eu l'occasion de travailler un mot qui nous encourage tous à reconsidérer le patrimoine de l'eau. En fait, lui, il en parlait à son premier élu comme à ses services techniques en termes de beauté. Et que ce qu'il fallait retrouver dans des villes qui avaient parfois souffert d'urbanisme peu attentif à l'existant, qui souffrait aussi de difficultés économiques et sociales, de dire que ce travail sur l'eau, c'était aussi potentiellement, ça pouvait coûter de l'argent, mais c'était aussi potentiellement réintroduire de la beauté en milieu urbain. Et si on repense notamment à cette image que j'utilisais tout à l'heure des rivières qui sont devenues des égouts pendant un moment, si on repense à ce cycle de l'eau visible en surface, s'il s'accompagne de plantations, s'il s'accompagne d'une mise en scène aussi du cycle des saisons pour le plus grand bien de tous, y compris pour la faune et la flore, je pense que là, on peut trouver le moyen de partager davantage cette culture de l'eau dont on a absolument besoin pour faire des beaux projets. Et qui dit beaux projets dit habitants heureux. Dès lors que l'on s'engage dans une approche de valorisation de l'eau de pluie au plus près du lieu où elle tombe en prenant en compte les spécificités de densité de population ou de typologie de sol, on transforme la contrainte en opportunité. Ainsi, qu'il s'agisse d'épisodes de pluie diluvienne ou de sécheresse, et donc de raréfaction de la ressource, il suffit de faire confiance aux professionnels urbanistes et industriels parce qu'ils savent orchestrer technologie et solutions afin de limiter le rejet dans les canalisations tout en rationalisant les quantités d'eau captées dans les nappes ou dans le réseau. Parce que l'eau, c'est notre bien commun, notre ressource première.
Notre prochain épisode sera consacré aux enjeux liés à l'entretien et à la rénovation des derniers ouvrages monumentaux, les bien nommés châteaux d'eau. Un dernier mot sur l'UIE. L'Union des industries de l'eau est une fédération de 9 syndicats représentant 220 sociétés adhérentes et 15 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Acteurs du petit cycle de l'eau, les adhérents de l'UIE apportent des réponses pragmatiques aux questions d'équipement, d'entretien du patrimoine et des infrastructures, à la gestion de la ressource dans un contexte de raréfaction et d'attention de la qualité et aux conséquences des manifestations du changement climatique. Retrouvez toutes les actus de l'UIE sur leur page Twitter et LinkedIn. Vous avez des questions complémentaires ? Vous souhaitez nous parler de votre expérience terrain ? Laissez-nous un commentaire ici ou contactez-nous via notre site internet www.o-entreprise.org. Vous avez aimé ce podcast ? Partagez-le.